La première question, Monsieur Roux de Bézieux, puisqu'on parle souveraineté, avec les tensions géopolitiques, les dépendances qui ont été vraiment exacerbées avec la crise sanitaire, qui sont au cœur qui ont mis au cœur du débat vraiment ces enjeux de souveraineté, de sécurité économique. Quel regard, vous, est-ce que vous portez sur ce contexte international qui impacte fortement les entreprises? Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Merci, cher président. Je salue mes amis de la sécurité, Pierre Brageux. Je pense qu'il y a des membres du GES dans la salle. Bon, d'abord, pour vous dire l'importance que j'attache effectivement à la sécurité des entreprises, prise dans un sens assez large. Il y a table ronde, c'est beaucoup attaché au problème de gardien d'agents de sécurité et au problème de statut, qui est un élément, mais je pense que petit à petit, même s'il y a 20 ans, ce n'était peut-être pas le cas, la notion de sécurité des entreprises a pris un sens beaucoup plus large. J'en veux pour preuve d'ailleurs dans beaucoup de boîtes de grandes entreprises, beaucoup de sociétés du CAC 40, la présence au COMEX du directeur de la sûreté, de la sécurité, enfin quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est un sujet auquel j'attache beaucoup d'importance, peut-être par mon passé personnel. Et vous l'avez dit, en arrivant au MEDEF, une des premières décisions que j'ai prises, c'est de créer une commission qui s'appelle Souveraineté et sécurité des entreprises, en associant bien les deux mots et en leur donnant un sens assez large, puisque c'est la préservation, au fond, du continuum de l'entreprise. Alors, quel regard je porte sur les tensions géopolitiques? J'ai entendu le président hier dire « l'histoire est parfois tragique ». Je n'ai pas envie de dire « bienvenue au club », mais oui, je crois qu'elle a toujours été tragique et que le monde n'est pas fait de bisounours ou, comme disait l'autre, on ne peut pas être herbivore dans un monde de carnivores. Donc oui, il y a des menaces au périmètre de l'entreprise, au périmètre du pays, au périmètre du continent. Et peut-être une sorte de naïveté avait habité certains dans les 20 dernières années en imaginant que le développement du commerce mondial, qui a été totalement spectaculaire depuis 20 ans, allait conduire par ce que Montesquieu appelait le doux commerce à finalement une espèce de développement du modèle de démocratie occidentale partout dans le monde. En réalité, il s'est passé l'inverse. Vous savez, la démocratie recule dans le monde. Il y a de moins en moins de pays démocratiques et en tout cas, des pays qui avaient pu être démocratiques se durcissent dans ce qu'on appelle les démocratures, une espèce de néologisme qui essaie de dire que la capacité, la liberté recule. Et avec ça, des pays qui ont des agendas très clairs d'extension de leur influence par des moyens officiels, mais aussi des moyens moins officiels. Bon. Donc, pour nous, c'est un sujet à prendre en compte. Alors, il ne s'agit pas de tomber, comme disent les enfants, du mauvais côté de la force. C'est-à-dire qu'on rentre dans une période où on est à la fois amis et ennemis avec les mêmes personnes et les mêmes pays. Je crois que la définition de la Chine par l'Union européenne, c'est un partenaire quand il s'agit de parler de climat, c'est un concurrent quand il s'agit de parler de puissance économique, c'est un adversaire dans un certain nombre de cas. Donc je pense que c'est cette complexité à gérer qui est importante. On peut signer des partenariats avec des pays avec lesquels on est par ailleurs concurrent, parfois adversaire. C'est d'ailleurs peut-être vrai aux bornes de l'entreprise. On va parler des mutations numériques qui permettent évidemment des avancées technologiques considérables, mais c'est aussi la source de nouveaux risques pour les entreprises. Comment est-ce que vous, au MEDEF, vous voyez justement ces enjeux de souveraineté numérique? Alors, le mot souveraineté, peut-être pour le définir un petit peu, parce que ce mot a été au fond, j'allais dire presque confisqué ou capté par les politiques. Pour moi, quelle définition j'en donne en tant qu'entrepreneur? La souveraineté, en fait, c'est garder la liberté de choix. C'est ne pas dépendre de manière exclusive d'un pays, d'un fournisseur ou d'une technologie. C'est pas le potager, c'est pas l'autarcie. C'est pas le fait de tout produire soi-même. Ça, c'est pas possible. Ça n'est plus possible et ça le sera plus jamais. On est peut-être allé trop loin dans le principe de Ricardo de spécialisation des activités. Je vais y revenir, mais il ne faut pas non plus se dire on va tout refaire en Europe ou en France. Ça, c'est une illusion. Mais il faut qu'on ait le choix. Et donc, moi, je définis la souveraineté à 3 niveaux.
vous avez ce qu'on peut qualifier de régalien. C'est le choix d'un pays de vouloir une autonomie totale sur un certain nombre de sujets, en particulier militaires. Prendre un exemple que vous connaissez tous, un sous-marin nucléaire. Bon, on est un des très rares pays, et on est le seul pays occidental avec les États-Unis à construire entièrement nos sous-marins nucléaires et à ne dépendre à 0% de l'étranger. Et donc un sous-marin nucléaire, il n'y a pas plus sophistiqué comme engin, parce que c'est un sous-marin d'abord, c'est un petit réacteur nucléaire et c'est une petite fusée Ariane. Et tout ça, on le fait 100% en France, ça a un coût. Ça coûte certainement beaucoup plus cher, d'ailleurs les Anglais le démontrent, que si on faisait des coopérations. Mais c'est un choix régalien de l'autorité politique de décider d'être autonome sur ce sujet. Après, je pense qu'il y a un deuxième niveau qui est peut-être le plus difficile à définir, qui est un choix qui doit être fait collectivement, enfin conjointement entre le monde entrepreneurial et les politiques, c'est quels sont les secteurs, quelles sont les entreprises, quelles sont les technologies où on veut avoir la liberté de choix. Prendre un exemple de l'actualité, les nanopuces qui sont faits aujourd'hui dans quasiment une seule usine au monde à Taïwan, chez TSMC, et dont dépendent les fabricants européens d'automobiles, on voit bien que ça a mis en exergue une très forte dépendance qui, collectivement, en tant que constructeur automobile européen, on ne peut pas garder. On a eu le même problème sur les masques. Alors là, ce n'est pas de la technologie, c'est un problème de coût. Et donc, il faut accepter que sur un certain nombre de secteurs de technologie ou d'entreprises, on doit accepter de payer le prix de l'autonomie et de la liberté. J'insiste sur le payer le prix parce que, je prends les masques, quand certains services publics font des appels d'offres post-pandémie, enfin on est encore dedans, à 2 centimes, on ne peut pas nous demander, comme on nous l'a fait au mois de mars et d'avril, de produire des masques en Europe. Ça ne marche pas. L'autonomie, la liberté a un prix. Et alors, vous m'avez interrogé sur le numérique. Là, on est en plein dedans. Sur le cloud, aujourd'hui, on n'a pas réellement le choix. Enfin, si, il y a OVH, mais l'alternative est quand même à 95% américaine, avec un sujet que vous connaissez tous, qui est le droit américain est extraterritorial. C'est une aberration du droit international qu'on a laissé faire collectivement depuis 40 ans. Et donc, ça pose un problème de sécurité, de sûreté, de cybersécurité, de confiance. Pas pour rien, d'ailleurs, qu'on parle de cloud de confiance. Si on parle de cloud de confiance, c'est bien qu'on a un problème de confiance et de défiance. Et donc là, je pense qu'on doit collectivement, au niveau français et au niveau européen, décider d'une liste. Cette liste, elle ne doit pas être trop longue, parce que sinon, elle perd de sa crédibilité, et elle doit être bien pesée. Puis il y a un troisième niveau qui est d'autonomie, de souveraineté, qui est celui de l'intérieur des entreprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du tremblement de terre, enfin du raz-de-marée plutôt de Fukushima, qui a eu les conséquences que vous connaissez sur la centrale nucléaire de Fukushima, il y a eu une autre conséquence un peu moins forte, c'est qu'il y a un sous-traitant automobile japonais qui était le fournisseur principal, quasi exclusif, d'une pièce, d'un système de freinage qu'utilisaient Renault et PSA. Moi, à l'époque, j'étais vice-président du groupe PSA, enfin du conseil de surveillance de PSA, et ça a bloqué les usines de Renault et de PSA pendant plusieurs mois, parce qu'ils n'avaient pas la liberté de choix, ou du moins parce qu'ils avaient choisi de mettre tous les œufs dans le même panier. Depuis, ils ont choisi de diversifier leurs approvisionnements. Et c'est ce qu'on voit beaucoup en termes de souveraineté ou d'autonomie stratégique à l'intérieur des entreprises, c'est ce choix de dire je vais ne pas concentrer tous mes fournisseurs dans un pays ou dans un continent où la géopolitique peut me jouer des tours. Et là aussi, il y a un prix à payer. Si vous prenez un fournisseur européen qui sera plus cher, vous prenez 30% de vos approvisionnements chez ce fournisseur européen et 70% ailleurs. Et ça, c'est une dimension du travail des directeurs de sécurité des entreprises qui, à mon avis, assez nouvelle, peut-être pas tout à fait appréhendée, et qui, au fond, est faire le tour de tous les facteurs de dépendance. Donc, on est dépendant quand on peut avoir, je sais pas, un site qui est envahi par des manifestants. On est dépendant quand on va avoir une alerte, une attaque cyber. On est aussi dépendant si, dans la chaîne de valeur, on est dépendant d'un ou deux fournisseurs stratégiques.
Et vous, au MEDEF, on connaît évidemment votre activité de lobbying, vous avez lancé des actions justement sur le thème de la souveraineté, sur le thème de la sécurité. Alors, on travaille toujours économique. sur 2 pieds, 2 jambes, si vous voulez. Une jambe qui est une jambe, je qualifierais de doctrinaire, de conceptuelle. On essaie de définir des doctrines. Donc, on a ce comité souveraineté, sécurité d'entreprise, qui est présidé par Laurent Giovacchini, qui est le président du Syntec, qui essaye de publier des éléments de doctrine qu'on va ensuite porter auprès des pouvoirs publics français et européens. Une des questions que je leur ai posées, qui n'est pas la plus simple, c'est quoi une entreprise française ou européenne? C'est quoi la nationalité d'une entreprise? Quand vous êtes une PME implantée dans un territoire à capitaux familiaux, la question ne se pose pas trop. Mais quand vous êtes une société cotée dont une partie importante des actionnaires est évidemment mondiale, la question était un peu plus compliquée. Et donc, on a répondu. Il y a une note qui a été faite sur un faisceau d'indices, la nationalité des dirigeants, l'endroit du siège, l'endroit des centres de R&D, les actionnaires, etc., etc. Et puis, on a une jambe opérationnelle qui est là pour aider nos adhérents à partir du territoire. Le MEDEF, je le rappelle, c'est 190 000 entreprises adhérentes, dont la moyenne est 47 salariés. Donc, on a effectivement toutes les grandes entreprises du CAC 40, mais on en a aussi 189 600 qui ne sont pas au CAC 40, pardon, pas 600, 960 qui ne sont pas au CAC 40. Et alors là, on a fait pas mal de choses. On a maintenant dans toutes les régions un correspondant souveraineté économique. On a beaucoup de contacts avec l'ANSSI, avec les services de sécurité qui dépendent de Bercy, notamment pour travailler sur ces listes d'entreprises ou de technologies stratégiques. On a contribué au lancement du service Alerte Cyber. Je ne sais pas si tout le monde est familier. Alors, pour les directeurs de sécurité des grandes entreprises, c'est probablement un service qui n'est pas très utile, mais pour les PME, ça l'est énormément. On a eu notre première alerte cyber donc pour un ransomware sur un système Microsoft, je ne sais plus quand c'était, il y a quelques mois. Donc, on a, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais pas loin de 20 000 personnes qui reçoivent sur leur téléphone portable une alerte en disant attention, opération de phishing, enfin je ne sais pas ce que c'était exactement. Et donc voilà, donc c'est un peu copié sur alerte météo ou alerte enlèvement d'enfants. Vous voyez, c'est ce type de système qu'on a mis en place. Et puis on a un rôle au fond d'évangélisateur. Je crois qu'aujourd'hui même, ce matin, il y avait une matinée de la sécurité, la souveraineté au MEDEF Lyon-Rhône, puisque, je le rappelle, nous, on a là aussi deux jambes, des adhérents fédérations professionnelles, dont 94 fédérations, dont le groupement d'entreprises de sécurité. Et puis, on a 110 unions territoriales qui sont le maillon de proximité, où sont adhérents souvent des PME, des ETI. Et c'est là qu'on peut agir pour propager, évangéliser sur ces sujets-là, où il commence à y avoir une prise de conscience, notamment sur la cybersécurité, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail d'éveil des consciences, en quelque sorte, à faire, surtout dans les entreprises où il n'y a pas de directeur de sécurité en général. C'est le patron qui fait office d'eux. C'est un moyen, effectivement, de toucher pour vous les entreprises adhérentes, mais pas que. Oui, enfin, j'imagine que dans ces matinées, il n'y a pas que des adhérents. Toutes ces questions de souveraineté, de sécurité économique, elles doivent être gérées à quel niveau? Est-ce que l'échelon européen, par exemple, c'est un échelon sur lequel vous comptez? Et on vous pose cette question notamment parce que tout le monde sait que la France va prendre dans moins de 15 jours maintenant la tête du Conseil de l'Union européenne et pourrait donc mettre des priorités. Cet échelon européen, vous en avez besoin? Oui, bien sûr, je l'ai un peu défini. Il y a l'échelon d'entreprise, l'autonomie, la liberté de choix au sein de l'entreprise. Il y a l'échelon régalien français, mais il y a des choses qu'on doit faire collectivement en Europe parce que l'échelon du pays est insuffisant. Bon, on peut dire quand même, sans faire de langue de bois, que l'Europe a été longtemps un peu l'idiot du village mondial. C'était les portes ouvertes parce que finalement, au départ de l'Europe, quand on crée le premier noyau des 6 pays fondateurs, les échanges se font essentiellement, 98% des échanges de l'époque, dans les début des années 60, quand De Gaulle dit oui à l'Europe, parce que contrairement à ce qu'on croit, De Gaulle a été un grand Européen, contrairement à la légende qu'on veut lui faire porter.
l'essentiel des échanges européens est à l'intérieur. Et puis il y a eu cette mondialisation accélérée, et on a gardé ces principes de libre circulation sans se rendre compte qu'il y avait un déséquilibre qui se crée. Avec en plus le sujet qui reste pertinent, qui est un sujet majeur de sécurité, c'est que le dollar est la monnaie d'échange international, la monnaie des règlements internationaux, et le dollar bénéficie, si j'ose dire, enfin les États-Unis profitent de leur droit extraterritorial pour infliger des sanctions et émettre des règles à partir du moment où vous utilisez le dollar. Et ça, c'est un problème qui a été identifié dès les années 60. Vous savez, c'est la phrase du secrétaire d'État, je ne me souviens plus de son nom, Connolly, je crois, il s'appelait, qui disait le dollar, c'est hors monnaie, but your problème. C'est toujours vrai, et c'est pour ça que les entreprises françaises, notamment le groupe PSA, est parti en catastrophe d'Iran, alors qu'on faisait une activité profitable et significative, le jour où Trump a dénoncé l'accord dit DCOP, l'accord sur le nucléaire iranien. Donc tout ça pour dire qu'on a besoin de l'Europe, que les choses bougent en Europe, depuis l'arrivée de Thierry Breton notamment, la vision d'une politique industrielle plus rééquilibrée entre l'Europe et les autres continents est à l'ordre du jour. Mais qu'on a un problème fondamental, on en a deux. Le premier, c'est qu'il faut quand même que tout le monde ait en tête que tous les pays d'Europe sont exportateurs nets en dehors de l'Europe, sauf deux, la France et la Grèce. C'est un club dont on aimerait bien sortir. Donc, il y a toujours une réticence des pays européens dans le renforcement des mesures de protection, avec cette idée, qui n'est pas fausse, qu'il y a toujours un risque de mesures de représailles. Puis le deuxième, qui est plus compliqué, c'est qu'on a élargi très très rapidement l'Europe. On est aujourd'hui 27, plus les pays qui sont en attente. Et dedans, il y a des tout petits pays qui, eux, ont besoin structurellement d'être ouverts au monde entier. Et quand vous leur dites, si vous prenez un opérateur de télécom chinois, il y a des risques de sécurité, ils disent oui, mais c'est le moins cher, c'est le plus compétent, c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, donc ce n'est pas mon problème. Quand vous leur dites il n'y a pas de cloud souverain européen ou pas encore, il faut qu'on en monte un pour que ça soit le cloud des Européens, ils disent oui, mais moi, Amazon ou Microsoft, c'est pas cher, c'est efficace, donc c'est pas mon problème. Quand vous leur dites, pour pousser un peu, il faudrait que les Européens achètent des outils de défense européens, ils vous disent oui, mais le F-35, il est américain, et si jamais les Russes arrivent, c'est pas les Européens qui viennent nous aider. Donc, l'échelon européen est indispensable. Il n'est pas encore tout à fait mûr sur ces sujets-là, même si, juste pour conclure, on a, nous, en préparation de la PFUE, eu une réunion avec les MEDEF européens, s'appelle Business Europe, présidé par un Français, Pierre Gattaz, et que dans la déclaration finale, qui est une déclaration diplomatique, donc chaque mot est pesé, vous voyez, on a mis le mot, alors ce n'est pas souveraineté, je crois que c'est autonomie stratégique. Et donc il y a des choses qui se font, il y a des progrès qui se font, il y a une sorte de sortie de la naïveté qui se fait petit à petit. Vous avez parlé de souveraineté, ça va nous faire le pont avec le programme de cet après-midi, puisqu'on parlera de cloud de confiance, on parlera aussi des tourments géopolitiques et de leurs conséquences. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Roux de Bézieux, d'être d'avoir accepté venu ce matin.